L'origine du push dagger remonte apparemment au XVIIIe siècle. Les premières pièces qui s'y apparentent sont les Tatars, recensés dans l'Inde du Nord. Ils étaient plus volumineux et plus voyants, car contrairement à ce qu'il se fait aujourd'hui, ils étaient faits pour facilement transpercer les armures et étaient portés directement dans les poings des guerriers sur le champ de bataille. Et représentant également pour certains un symbole de haut statut, d'où les différents ornements que vous pouvez voir dessus. Le design a bien sûr évolué, notamment à l'époque de la ruée vers l'or, où il était répandu d'en porter sur ses bottes pour les combats rapprochés. On retrouve dès cette époque 3 intérêts particuliers à ce type de design. 1, il va se dissimuler simplement dû à sa forme en T, que ce soit à la ceinture, sur les bottes ou autre. L'architecture permet un port plus confortable et discret tout en gardant une lame généreuse. Donc malgré la petite taille qui permettait de le porter discrètement, on gardait une belle lame. En 2, le déploiement est facilité. La saisie sera fiable et efficace. On va pas avoir de ripage ou de glisse, donc un dégainé plus rapide, chose non négligeable en situation de combat. Et en 3, le système permet d'engager sa force simplement, offrant un grand pouvoir de pénétration, notamment en continuant à pousser la lame une fois pénétrée. Ça permet de passer au travers de protections simplement et faire de profondes blessures aussi facilement que de mettre un coup de poing. Moi, ce qui me fait vraiment sourire avec ce type de couteau, c'est que ça a été imaginé seulement et uniquement pour le combat. Il n'y a pas d'autre utilité. Et c'est, je pense, le seul couteau qui n'a pour vocation que de se fight avec. Bien entendu, on a eu pas mal de couteaux à vocation martiale, mais leurs origines n'étaient pas forcément prévues pour le combat. En référence, le karambit, qui était à la base un couteau paysan. Ou si on avait des créations qui étaient prévues pour le combat de base, ça restait parfaitement utilisable comme outil. En référence, le poignard. Même si c'était à la ceinture des assassins, ils s'en servaient pour autre chose. Pareil pour les baïonnettes. C'était fait en bout de fusil, mais les soldats n'hésitaient pas à couper leur saucisson avec. C'était quelque chose d'utilisé pas seulement pour le combat. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que personne va penser à prendre un push knives pour faire des copeaux de bois ou trancher un steak, contrairement à tout autre type de couteau. C'est une arme qui est faite pour transpercer son ennemi. C'est fait pour ça. Et ça, c'est quelque chose qui est propre au push dagger dans le monde du couteau. Tout ça pour vous introduire, les camarades, le projet numéro 6 de chez Station 9. Un push dagger de 12,7 cm pour 6 mm d'épaisseur. Fabriqué entièrement en G10, qui est un mélange de fibres de verre et de résine époxy. C'est une matière qui va offrir 3 avantages. Premièrement, il est extrêmement léger. Donc en termes d'emport, absolument pas gênant. Même si c'est pour aller faire un footing avec, il n'y a aucun souci. Deuxième chose, c'est très peu cher. Donc on va pas avoir peur de se le faire confisquer, de le perdre, etc. Ou de le laisser dans la couenne de son adversaire. Et en 3, et c'est peut-être la chose la plus intéressante, il est totalement indétectable. Pourquoi ça va être intéressant? Tout simplement car ça va éviter de faire réagir les différents détecteurs de métaux, que ce soit des portiques ou des raquettes. Donc là, vous voyez, ça bouge pas. Et avec un push en métal. Donc pourquoi c'est utile? Tout simplement dans le but d'avoir une porte de sortie, dans le but d'avoir un système de dernière chance ou de manière générale de pouvoir rester offensif dans les milieux où c'est interdit, tels que les aéroports, les tribunaux, les lieux touristiques, les concerts ou moins couramment les zones commerciales et bien sûr en fonction du risque terroriste, beaucoup d'autres endroits. Est-ce que je vous encourage à transporter ce type d'arme dans ces endroits? Absolument pas. À savoir entre parenthèses que ça reste indétectable au détecteur de métaux, mais sur les scanners, même si ça peut être camouflable, ça laisse soupçonner quand même grandement que c'est une arme. Donc je n'encourage personne. Par contre, est-ce que j'estime que toute personne saine d'esprit devrait être en droit de se défendre efficacement, en particulier pouvoir défendre sa famille sans être soumis au délai d'intervention des forces de l'ordre? Totalement. Mais on pourra reparler de tout ça de manière plus approfondie dans une prochaine vidéo. Donc ce numéro 6 n'est pas pourvu de tranchant, ça coupe pas du tout, même du papier, hein. L'objectif ici est de perforer profondément en laissant un maximum de lésions et non pas de lacérer. À ce titre, on retrouve une pointe en diamant, la forme, hein, pas le matériau les amis, qui offre une résistance à la casse supérieure. Choix intéressant pour du G10 qui va être plus fragile que l'acier. Et on va d'ailleurs voir ce que ça donne à travers quelques tests.
Donc pas de doute sur son pouvoir de perforation. Comme vous l'avez constaté, la lame en forme de pointe de flèche va causer de sacrées lésions. Et si on y met un peu de torsion, ça va rapidement devenir une vraie boucherie. Bien sûr, on parle ici de situation de survie. Se défendre au quotidien, de manière générale, de toute façon, avec un couteau ou une arme autre que ses poings, ça peut être abusé. Après, bien sûr, tout dépend de la situation. La prise en main est très stable grâce au pommeau qui va venir épouser le creux de la main. On a de la matière de quoi sérieusement boxer. C'est une des caractéristiques intéressantes d'ailleurs avec le push dagger, c'est que si vous connaissez, si vous maîtrisez un peu l'anglaise sans être forcément un professionnel, ça va être un grand avantage pour l'utilisation d'un push dagger. L'étui est anti-dex, ici pas de partie magnétique pour rester dans l'indétectable. Il est efficace, aucun souci de mon côté en termes de rétention. Niveau emport, si on reste dans le principe de la dissimulation, on va avoir le traditionnel dans la botte, mais bon, vous portez des chaussures hautes, c'est pas toujours le cas pour moi. Le statique plaqué au niveau de l'aine. Ou au niveau de l'aisselle avec un système de harnais dont j'avais parlé à la fin de cette vidéo que je vous encourage fortement à aller regarder. Donc 3 systèmes de port qui vont avoir chacun leurs avantages et leurs inconvénients. À vous de voir ce qui vous convient si vous êtes bien sûr amené à le transporter. Bien sûr, revenez avant ça aux lois et à la juridiction de votre pays. Ici en France, c'est totalement interdit, mais ça peut s'adresser aux forces de l'ordre ou tout autre métier opérationnel. On arrive donc à la fin de cette vidéo, les amis. Ce projet numéro 6, pas forcément très esthétique, mais ô combien efficace pour ceux à quoi il a été destiné. Sachez que les créations de Station 9 ne sont plus dispo de partout et pas sûr qu'ils en reproduisent. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. Merci à Station 9 pour leur création. À plus, ciao.